À la une, après une importante mobilisation dans toute la Guyane, c'est le soulagement pour les enseignants, les parents d'élèves et les élus locaux. L'académie sera bien placée en REP+, à la rentrée. Le rectorat a fait le point sur les prochaines étapes de mise en place ce matin. L'État se désengage des sociétés immobilières d'outre-mer. C'était une idée du gouvernement en 2007, relancée l'année dernière. Quelles conséquences pour les locataires et les salariés? On voit cela dans quelques instants. Enfin, c'est un coup de fraîcheur que s'offre le fort Sépérou. Ce lieu historique incontournable de Cayenne menaçait de s'effondrer. Il est réaménagé depuis bientôt 2 mois. Vous allez le voir dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information. Les jeux sont faits, les collèges guyanais seront bien placés en REP+, à la rentrée prochaine. Vous avez pu entendre hier soir sur notre antenne les propos de la ministre de l'Éducation à l'Assemblée nationale. Un décret sera signé dans les prochains jours. Le recteur de l'académie a tenu à réunir les médias pour faire le point ce matin. Stéphanie Puglisi, Jonathan Lariot. Proposition qui m'a été faite à l'époque. Hier, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, s'est prononcée sur la situation de la refonte de l'éducation en Guyane. Je prendrai un arrêté très prochainement pour réaliser cette transformation des collèges REP en question en REP+. Je crois que c'est une mesure de justice pour ce département et que ça nous permettra de donner décidément aux jeunes Guyanais toutes les chances de réussite. Après plusieurs manifestations des enseignants dans le département, c'est officiel, les établissements de Guyane passeront tous en REP+, à partir de la rentrée de septembre 2016. Le fait que Madame la ministre nous mette dans les conditions pour que justement on regarde devant maintenant. On arrête de regarder derrière, on va regarder devant. Et devant, réaliser le fait que devant les enfants des collèges, les réseaux des écoles qui sont formés avec ces collèges, qu'on ait une réussite améliorée liée à leurs difficultés particulières. Mais le système éducatif en Guyane nécessite plus, selon le ministre. Un comité de pilotage composé des acteurs du monde éducatif guyanais est mis en place par le recteur. Il permettra d'anticiper les années à venir et assurer une certaine stabilité du système scolaire du département. C'est un outil qui est pensé au bout d'1 mois et demi d'observation. C'est bien un outil qui a été exposé au niveau du cabinet de la ministre pour faire en sorte qu'on ait un objet continu pour regarder où est-ce qu'on est en Guyane, parce que particulièrement en Guyane, les interactions sont fortes et la jeunesse est en attente forte. Donc il faut que les actions, on les coordonne. Pour les coordonner, il faut un outil de pilotage, de visibilité de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il nous faut. Et donc cet outil-là a été prévu pour être exposé, mais exposé avec les acteurs, construit avec les acteurs, les partenaires. L'école ne va pas en réussite sans l'espoir d'employabilité. Donc il faut qu'on regarde tout ça ensemble en permanence, parce que c'est en permanence lié. Mais le voir, c'est une chose, le piloter, c'est une autre. Donc il faut forcément un tableau de bord partagé avec l'ensemble des partenaires. Les premières réunions de ce comité se tiendront aux environs du mois de septembre. Le début de l'année scolaire 2016-2017 devrait apporter son lot de surprises. Le trafic de dégradés cannes en baisse, d'un transit de plus de 640 000 tonnes de marchandises en 2012. Le grand port maritime est passé à 318 000 l'an dernier, une perte d'1,8% liée à la fois au recul de l'importation ainsi qu'à la mauvaise santé du BTP dans le département. Toutefois, une légère amélioration est observée depuis le début de l'année. Explication, Mia Pierre. Le grand port maritime de Guyane enregistre une baisse du trafic en 2015 de 1,8%. Le trafic import-export de marchandises à dégradés cannes et appareils à cabot s'élève à 617 832 tonnes net en 2015. En cause, la baisse des vracs solides, le clinker qui sert à la fabrication du ciment et une baisse au niveau de l'importation des conteneurs. Une certaine baisse. La baisse est plus importante sur le clinker du ciment que sur le trafic conteneur de marchandises. Néanmoins, on a une baisse d'environ 3%, comme je vous le disais, liée à la crise économique. Il n'y a pas de secret, qui fait qu'effectivement, nous vivons un peu au rythme des importations au regard de l'activité interne. Et par rapport à cela, cette légère baisse constatée, nous espérons qu'elle sera jugulée et qu'en 2016, nous repartirons à la hausse. Mais nous constatons beaucoup de trafic maritime lié au déménagement, à toute une série de frais diverses, mais il faudrait que nos exportations puissent être plus dynamiques. Cette tendance à la baisse est toutefois compensée par une légère hausse sur d'autres secteurs, comme les vracs liquides avec une augmentation de 0,8% due à l'approvisionnement en fioul, l'importation de véhicules avec une croissance de 1,7%. La baisse n'est jamais une bonne chose, simplement sur l'activité du port,
Évidemment, donc, on constate un rythme un petit peu moins important. Néanmoins, cela présageait d'un redémarrage au tout début d'année d'un certain nombre d'activités, réacheminement de matériaux, de matériel, de containers. La population globalement va augmenter. La consommation elle-même forcément sera plus importante. Forcément, il y aura beaucoup plus de besoins à l'exportation comme à l'importation en termes d'activités portuaires. Donc la valeur ajoutée du port dans le territoire va forcément progresser dans les années qui viennent. Une progression déjà en route. Au premier trimestre 2016, le grand port maritime de Guyane note une hausse du trafic. Je vous le disais en titre, l'État se désengage des sociétés immobilières d'outre-mer. C'était une mesure envisagée pour réduire les dépenses. Elle sera finalement bien appliquée. Ainsi, la SIGI, jusque-là financée à 80% par l'État, sera confiée à d'autres financeurs. Un changement qui aura des conséquences pour les locataires comme pour les salariés. Ayodeli Germa. L'État qui se désengage des sociétés immobilières ultramarines. Pour la collectivité territoriale, cela signifie une remise en question de leur garantie d'emprunt au bénéfice de la SIMCO et de la SIGI. Aujourd'hui, nous avons garanti des logements, des sociétés du moins, pour la construction de logements, des sociétés qui étaient détenues majoritairement par l'État. Et aujourd'hui, si demain ces garanties qui ont été accordées dans des conditions, les conditions sont revues et que maintenant ces sociétés sont détenues majoritairement par des privés, pour nous, il y a un problème comptable, voire juridique, qui n'est pas admissible. Les SIDOM, c'est près de 14 000 emplois directs et indirects et 2,5% du PIB des Outre-mer. Les syndicats craignent que la gestion des SIDOM par un organisme privé nuise à l'embauche locale. La Confédération nationale nous a demandé de faire le relais au niveau de la Guyane auprès des bailleurs sociaux, plus précisément des employés qui y travaillent, puisque ce sera leur gagne-pain qui seront mis en jeu. Car quand cette société va s'implanter, ils vont venir avec leur équipe et nous craignons pour les emplois concernant l'outre-mer au niveau des bailleurs sociaux. Les sociétés immobilières des Outre-mer ont été créées en 1946 pour pallier le manque de logements sociaux au lendemain de la départementalisation. Leur capital est alors détenu en majorité par l'État, mais en juin dernier, il a annoncé sa volonté de trouver un actionnaire commun à toutes les SIDOM. Un actionnaire privé, la Société nationale immobilière. La raison officielle qui est évoquée par l'État, c'est une volonté de professionnaliser les sociétés immobilières. Moi, je ne vois pas en quoi il est nécessaire de professionnaliser des sociétés immobilières, sachant qu'aujourd'hui, elles produisent quand même près de 60% du parc de logements, notamment en Guyane. Elles ont démontré leur savoir-faire. Il est vrai que la SIGI a des difficultés financières, mais il appartient justement à l'État de rattraper et de combler, puisque c'était une gestion de l'État. Et donc la raison, on va dire, officieuse, c'est que l'État, comme vous le savez, a des difficultés financières, a besoin d'argent. Et donc clairement, pour nous, c'est plus ça la raison qui motive l'État de ce désengagement. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est un risque, et c'est un risque pour la production de logements, en particulier en Guyane. La Guyane produit 1000 logements par an, 3 fois moins que les objectifs fixés, des objectifs loin d'être atteints à l'échelle globale des Outre-mer. Cette année, les prévisions de mise en chantier s'élèvent à 3219, bien loin des 10 000 logements prévus par le plan de logement Outre-mer. En bref, à présent, notez que le chômage recule dans le département à nouveau. Au mois d'avril, Pôle emploi enregistrait une baisse sensible des demandeurs d'emploi, 430 de moins qu'au mois de mars, après avoir passé une grande partie de l'année dernière et le début de cette année au-dessus de la barre des 23 000 demandeurs. Pôle emploi enregistrait donc 22 760 chômeurs le mois dernier. Un point à présent sur l'épidémie de Zika qui poursuit sa progression dans le département. À ce jour, 6 245 cas sont enregistrés et en Martinique, plus de 25 000 personnes sont touchées par la maladie. Un contexte dans lequel la lutte contre les nids à moustiques ne faiblit pas. Une opération anti-véhicules hors d'usage a été menée hier dans les communes de Sainte-Marie et Trinité. Regardez. Une voiture désossée avec à l'intérieur des vestiges de sièges et des roues. Au quartier de la Crique à Trinité, ce sont 6 véhicules hors d'usage de ce type qui sont enlevés, une action saluée par les riverains. Ça éviterait des moustiques aussi et que ça reste au bord des maisons. Surtout à côté des cités, il y a des enfants qui se promènent autour et je pense que c'est une bonne idée. Ils devraient en tirer un peu plus. Pour suivre l'action, c'est bien l'intention des services de l'État et de l'association Entreprises Environnement. L'opération qui débute à Trinité doit s'étendre à toute l'île.
L'objectif, c'est d'en enlever 1000 avant la fin de l'année. On en a déjà identifié 600. Et il nous reste une dizaine de communes qui sont en train de nous faire remonter les lieux et les véhicules hors d'usage sur leur commune. Ces carcasses dont on ignore l'identité des propriétaires restent souvent de longue période en pleine nature. Elles attirent moustiques, rats et nuisibles en tout genre. Les évacuer est un enjeu de santé publique. Il y a deux enjeux. Le premier, évidemment, un enjeu vis-à-vis de la santé publique et le Zika, puisque ces VHU, surtout dans les quartiers comme ici, qui sont des quartiers d'habitation, avec des VHU, sont des réserves et des nids de moustiques. Donc l'enjeu, c'est de retirer ces nids larvaires. Premier enjeu. Deuxième enjeu, bien évidemment, c'est un enjeu environnemental, à la fois en termes de pollution visuelle pour les habitants qui sont dans ces quartiers, mais aussi par rapport à ces véhicules qui sont évidemment des sources de pollution du sol et de l'environnement qui est autour. Sur le territoire de la Trinité, au moins 200 de ces VHU ont été identifiés. Si la municipalité a sensibilisé la population, désormais, elle compte passer à la répression. Ce travail de sensibilisation, de prévention et d'éducation a commencé depuis longtemps. Nous allons le poursuivre, mais nous allons aussi passer à une phase de répression. Parce qu'il faudra punir, il faudra verbaliser, sanctionner, faire payer. On ne peut pas continuer ainsi. Le budget de l'opération retrait de VHU en Martinique s'élève à 100 000 €. Souvenez-vous, les algues sargasses avaient surpris la population du littoral guyanais en faisant leur grand retour en 2015. Mais pour nos voisins de la Guadeloupe, c'est un mal qui dure depuis plusieurs années. Pour faire face aux conséquences environnementales et économiques, un plan d'action a été établi par l'État, la région et la Chambre de commerce. Il a été présenté ce matin. Isabelle Hameau, Linda Kayarsi. Après les collectivités, c'est au tour des entreprises victimes de l'invasion des algues sargasses de bénéficier de plusieurs aides. Si l'État soutiendra l'exploitation à travers des mesures d'exonération pour les dettes sociales et fiscales, la région, elle, se concentrera sur la partie investissement. Il y a l'aide aussi à maintenir l'activité de 40% sur une aide de 80 000 € qui avoisine les 32 000 €. Il y a le CICE qui peuvent émarger sur le CICE. Et aujourd'hui, la BPI qui peut aussi accorder des aides. Il y a plusieurs dispositifs aujourd'hui qui permettront aux entreprises de pouvoir respirer. Depuis 2014, certaines entreprises ont été confrontées à d'importantes difficultés financières. Pour celles qui relèvent du secteur touristique, la perte d'activité est aussi liée à la pollution des algues sur les plages et à l'odeur nauséabonde qu'elles dégagent. Si l'attention a été portée majoritairement sur Marie-Galante ou les Saintes, du côté de la Désirade, c'est le chaos et les entrepreneurs se sentent délaissés. Je souhaite que la Désirade soit prise en compte, c'est-à-dire que nous envoie une personne spécifique pour la Désirade, de façon à nous apporter, les commerçants de Désirade, les informations nécessaires et de façon que nous puissions, qu'ils puissent nous accompagner, nous aider à monter des dossiers afin d'obtenir des aides comme à Marie-Galante par exemple. On a l'impression qu'on n'est pas oublié mais négligé. Plusieurs missions de terrain ont été effectuées pour analyser les problèmes que rencontrent les entrepreneurs. Des aides ont été recensées par la région et l'État pour être mises à leur disposition. On s'est aperçu que ces aides n'étaient pas suffisamment connues, qu'elles n'étaient pas suffisamment sollicitées par les chefs d'entreprise. Alors, nous avons décidé de prendre le devant, de nous organiser pour vraiment aller vers les chefs d'entreprise, leur proposer tout ce panel d'aides correspondant je dirais, aux difficultés qui pouvaient se présenter à eux. Et on a mis en place un groupe opérationnel et établi des contacts qui vont permettre aux chefs d'entreprise vraiment de solliciter l'ensemble des partenaires facilement, rapidement et d'être, je dirais, accompagnés. Ce sont pas loin de 400 entreprises impactées par les sargasses qui seront accompagnées pour assurer la pérennité de leur activité et le maintien des emplois. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons à quoi la capitale de l'Ouest pourrait bien ressembler dans 40 ans. Des architectes se sont posés sur la question pendant plusieurs jours. Et puis nous verrons le renouveau du Forcé Pérou. Depuis maintenant près de 2 mois, ce lieu panoramique historique de Cayenne est en plein réaménagement. Image à suivre dans un instant.
Mais avant cela, il ne leur reste plus que quelques jours pour confirmer leur choix d'avenir. Les lycéens doivent passer par la procédure d'admission post-bac, le fameux portail sur lequel ils doivent indiquer leur souhait de formation par ordre de préférence. Et c'est obligatoire. Passé mardi minuit, plus possible de revenir sur sa décision. Mia Pierre. Tous ceux qui souhaitent intégrer une première année d'études supérieures, université, prépa, BTS ou encore DUT doivent y passer. La procédure admission post-bac est obligatoire pour les lycéens en terminale, anciens bacheliers ou titulaires d'un diplôme équivalent. Il reste 6 jours pour le classement des vœux. Passé mardi minuit, il sera trop tard. Cette année, on a 3000 élèves de terminale qui sont concernés par admission post-bac. Alors ces élèves vont sur le portail admission post-bac ou APB sur Internet. Tout se passe par Internet maintenant. Ils sélectionnent différentes formations qui les intéressent, qui sont en rapport avec leur projet professionnel et ils font des demandes. En moyenne, les lycéens font 6 vœux. Le classement des vœux est une étape essentielle pour la poursuite du processus d'admission. Ces lycéens l'ont bien compris. Ils ont arrêté leur choix depuis plusieurs semaines. J'étais déjà fixé depuis l'année dernière, donc c'était juste faire les demandes. Et oui, je pense que c'est un site qui permet d'avoir beaucoup de choix, et donc je pense que tout le monde peut trouver son choix dessus. Je suis plus orientée vers des DUT, technico-commercialisation, d'organisation, les DUT de publicité, les DUT pour la gestion des organisations. Un EUT ici et il y avait ce que je voulais, donc voilà, j'ai mis ça. Moi j'ai mis une prépa commerciale et voilà pour faire une étude de commerce plus tard. Faire un BTS SP3S des secteurs de prestations sanitaires et sociales. Pour éviter toute déconvenue, il convient de respecter le calendrier d'inscription à la procédure admission post-bac. Tous ceux qui sont passés par l'inscription ont jusqu'au 31 mai pour classer leurs vœux, puisque les vœux doivent être classés par ordre de préférence. Et les élèves, les candidats qui ont raté cette phase d'inscription pourront participer à la procédure complémentaire qui commence le 24 juin. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas forcément le premier vœu qui sera accepté. Souvent, il y a des formations qui sont sélectives et le dossier sera étudié et en fonction des capacités d'accueil et du dossier du candidat, une place sera proposée ou pas sur le premier vœu. À noter, certains établissements sont exclus du système admission post-bac, comme les écoles du social, du paramédical, écoles d'ingénieurs ou de commerce. Imaginez Saint-Laurent à l'horizon 2060. C'était le défi de plusieurs architectes et urbanistes venus d'ailleurs. Rassemblés dans la capitale de l'Ouest du 6 au 20 mai dernier, ils l'ont étudié et ont proposé une vision des projets à réaliser au cours des 40 prochaines années. Reportage. Saint-Laurent-du-Maroni à l'horizon 2060. Quel est le futur de cette commune en plein développement? Que sera-t-il des commerces, du logement, de l'éducation ou de la culture? Les ateliers internationaux de maîtrise d'œuvres urbaines de Cergy-Pontoise ont tenté de répondre à ces questions et bien d'autres encore. Du 6 au 20 mai, les professionnels de cette association ont pu étudier la ville sous plusieurs aspects et proposer des visions d'avenir. Donc il fallait avoir de la vision à long terme, 2060. C'est pour ça que nous avons choisi effectivement les ateliers de Cergy pour nous aider, pour avoir un cap. Parce que ça va trop vite, et quand ça va trop vite, on a besoin effectivement de s'accrocher à quelque chose. C'est comme un bateau qui se trouve dans la tempête, dans une mer mouvementée, qui a besoin d'apercevoir la lumière d'un phare. Et c'est ce que les ateliers de Cergy nous aident à construire ensemble une vision partagée avec à la fois les institutionnels, les partenaires, ceux qui viennent de loin, mais aussi la population locale. Donc l'idée, c'est à la demande d'une collectivité territoriale, les ateliers sont invités à organiser un événement qui va rassembler des professionnels du monde entier, de différentes disciplines, et donc vont proposer à ces professionnels pluridisciplinaires et internationaux de réfléchir sur un certain nombre de sujets de développement territorial. Des quartiers des Sables Blancs à Terre-Rouge, de la Charbonnière jusqu'à Albina, les participants de cet atelier ont pu découvrir Saint-Laurent sous de nombreux aspects, avant de présenter leurs travaux le vendredi 20 mai au Toucan.
qui est intéressant dans les présentations qui ont été faites ce matin, c'est qu'il y a une volonté d'intégrer tous les secteurs de développement de la ville dans une perspective de développement de Saint-Laurent-du-Maroni à l'horizon 2060. Tout ça, ça n'est possible que si on est capable d'inventer nos propres cadres de développement dans le domaine de la culture et dans tous les domaines, de développement portés par les collectivités et soutenus par l'État. Les ateliers de Cergy ont ainsi pu offrir leur vision du Saint-Laurent de demain. Un exercice qui pourrait être déterminant pour l'avenir de cette commune. C'est un lieu historique incontournable du patrimoine guyanais. Le fort Sépérou surplombe la ville capitale avec sa vue panoramique imprenable depuis plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, son beffroi fait grise mine et menace de s'effondrer. Il faut dire que depuis son édification en 1643, il n'a subi que quelques retouches et ajouts. Ainsi donc, de grands travaux ont été lancés au mois de mars pour tenter de réaménager et de redonner au fort son éclat d'antan. Xavier Paul Lepelletier. Par rapport au plan qu'on a vu, on a entaillé, vous avez entaillé les supports de potence. Du coup, si on la retourne, ça va devenir un peu compliqué. Plus qu'une colline, un symbole, Sépérou est dans le cœur des Cayennais, un emblème de leur ville. La mairie a donc décidé de restaurer ce site, dont les précédents grands travaux datent de 1978. J'ai été recruté en 1977. J'ai eu le pouvoir du moins de redessiner ce clocher. La ville de Cayenne a pris à bras le corps cette pagode qui menaçait de s'écrouler quand même. Et avec la participation du ministère de la Culture, on a pu sauver un patrimoine qui aurait pu faire les éléments, parce qu'il y a un petit effet décoratif, les plans et autres documents qui n'auraient pas pu servir à la restauration. Beffroi, pagode, guérite, autant de termes pour désigner la structure de bois qui surplombe le mont Sépérou, un édicule dont l'origine est méconnue, mais qui pourrait ne pas avoir été la seule tour à l'époque où des gardes y veillaient. Est-ce que ces éléments ne servaient pas d'une surveillance pour la surveillance visuelle et la protection du fort, avec comme une guérite finalement, tout simplement, et une tour d'angle, et que c'est ridicule. On pourrait imaginer qu'il avait son pendant ici, mais bien que rien ne l'atteste, et finalement les deux pouvaient... Par le massif maçonné quand même, qui est un ouvrage qui est travaillé. Et si la pagode est la caractéristique la plus emblématique de l'endroit, c'est un autre objet bien moins visible qui en possède le plus grand intérêt patrimonial. C'est une porte qui est constituée de 5 planches parallèles, légèrement irrégulières, en 42 mm de wakapu, d'après ce qu'on m'a dit, et qui comporte des clous qui ont un rôle de renforcement de la porte. Traditionnellement, les portes, on les construisait croisées clouées. Mais là, ça n'est pas le cas. Il n'y a qu'un rang de planches avec 3 traverses. Et les clous sont certainement là pour la renforcer, pour la protéger éventuellement des impacts de projectiles. On envisage donc de faire un relevé précis de la porte. Vu son état, celle-là serait plus à sa place dans un musée. Si aujourd'hui la butte possède les éléments d'une place forte, il ne faut pas oublier son origine qui lui a donné son nom, celui du chef indien Sépérou. Il est donc primordial, avant d'entreprendre des aménagements d'envergure, qu'une étude archéologique poussée y soit menée, afin d'éviter de recommencer un massacre patrimonial, comme celui que fut la construction du grand réservoir. Et nous parlons beauté à présent pour finir ce journal avec le concours Miss India International 2016 qui se déroulera ce week-end au Zéphyr et nous recevons l'organisatrice du concours, Précipitoula. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors voilà, c'est la quatrième. Alors c'est la quatrième édition. Quatrième édition de ce concours qui se déroulera donc samedi au Zéphyr. Au Zéphyr, voilà. Donc nous avons 7 candidates et des invités de marque puisque nous attendons la deuxième dauphine de Miss India Worldwide, qui vient d'Afrique du Sud, et Miss New York. D'accord, donc voilà. Sinon, ce sera une belle soirée, puisque nous attendons un groupe de danse de la Martinique, un groupe de danse indienne. Nous avons le représentant de Gopio International, qui est Monsieur Dabaudin, qui est arrivé justement aujourd'hui, qui est venu pour cet événement. Et puis nous avons
beaucoup de danse, beaucoup de chants, ça va être vraiment quelque chose de magnifique dans les 7 candidates qui sont... J'allais le dire, on aperçoit juste derrière vous à l'écran les 7 candidates cette année. Candidates. Alors rappelons pour les téléspectateurs, quels sont les critères pour participer à ce concours? Alors les critères, ce sont pas tellement des critères de beauté. C'est vrai vaut mieux être joli pour y aller. Mais en fait, nous, ce qu'on recherche, ce que l'international recherche, ce serait de réunir dans le monde entier, puisque pourquoi on dit Miss India Guyane internationale? Parce que c'est un ensemble, c'est dans tous les pays du monde entier. Il y a plus de 80 pays qui participent à cette élection. Et ça permet à ces jeunes de voir un petit peu, on va retrouver les Indiens un petit peu partout à travers le monde, leurs origines, leurs traditions. Ce qui compte, c'est la Guyanaise qui ira à l'étranger, va représenter sa culture, pas la culture indienne, c'est pas ce qu'on cherche, mais on cherche la culture du pays qui l'a vu naître. Justement, j'allais vous demander, Voilà. certaines personnes quand même trouvent ce type de concours assez sectaire, en tout cas réducteur. Non, c'est pas sectaire. Surtout cette année, nous avons beaucoup de métissage, chose qui se faisait très rarement en Guyane. On avait tendance à faire participer les pures, je dis pas pures indiennes, j'aime pas parler comme ça, mais en fait, on s'arrêtait au papa, maman. D'accord? Maintenant, on a ouvert un petit peu plus, puisque nous sommes en Guyane. Il y a beaucoup de mélanges, comment je vais dire, cette multitude voilà, cette mixité que nous avons, je trouve qui est extraordinaire. Nous avons des Brésiliennes indiennes, des Dominicaines indiennes. Voilà, il faut avoir du sang indien. C'est pas réservé uniquement aux Indiens. On va jusqu'au métissage, jusqu'aux grands-parents. Alors revenons maintenant sur le concours en lui-même, comment il va se dérouler pour nos téléspectateurs? Alors, ça sera une scène de vie, une très belle scène de vie. On va voir l'Inde sur toutes ses façades, sur plusieurs visages. L'Inde riche, l'Inde pauvre, l'Inde gaie, l'Inde triste, l'Inde et ses merveilles. Ce métissage justement que nous avons présenté cette année. Et après, il y aura beaucoup de choses autour, puisque nous aurons ce groupe de danse de la Martinique qui va nous faire 2 prestations. On aura la chance que j'ai, c'est de pouvoir inviter Karina qui a gagné le concours cette année, le concours de chant, qui va nous faire une très belle prestation. Ça va être sa première scène. Et après, il y a le groupe de la DCIG, puisqu'il y a un groupe de danse Bollywood à Cayenne, en Guyane. Ça promet d'être très mouvementé. Ça permet d'être très mouvementé, très riche, très coloré. Et ces jeunes femmes, justement, elles vont devoir montrer qu'elles tiennent à leur culture indienne. Qu'elles tiennent à leur culture, voilà. Et c'est ça qui va être important, en fait, comme vous m'avez posé la question au début, qu'est-ce qu'elles vont représenter? En fait, on sera plus basé à savoir qu'est-ce qu'elles vont représenter à travers leur culture de leur pays. Et après, le port du sari, bien sûr, la beauté, l'élégance. La danse. La danse. Alors, il faut savoir aussi que l'élection de Miss India, on n'a pas le concours en maillot. Ah. Donc, ça reflète un peu peut-être la culture indienne? Oui, voilà, parce que bon, on va retrouver plusieurs religions dans l'Inde, donc ce qui fait que il y a des pays où il y a des religions qui ne se permettront pas de se présenter en maillot de bain. Alors, c'est remplacé par le talent. Donc le talent, la jeune fille va montrer ce qu'elle sait faire. Ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être la peinture, ça peut être une expression. Quel que soit le moyen d'expression. Voilà, quel que soit le moyen d'expression, elle va montrer ce qu'elle sait faire. Et après, et la finale, je vous laisse parler. avec le sari. Le beau sari, un le temps sari fort de luxe. Voilà, à la fin de la compétition. Alors justement, après cette compétition, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la compétition internationale. La compétition internationale qui va se passer au mois d'octobre. Chaque année, elles sont invitées dans un pays. Donc l'année dernière, Karen Siperso est allée à Bombay, représenter sa culture guyanaise avant tout, puisque c'est pas la culture indienne qu'on recherche. On recherche, voilà, la culture guyanaise, où elle a représenté son talent par exemple, elle a fait le tambour, le kaseko, et tout de suite après, elle a représenté sa deuxième culture, qui est la danse indienne. Voilà, donc nous sommes attendus au mois d'octobre, mi-octobre, à New York. Voilà, et c'est un rassemblement qui permet d'accueillir quand même entre 60 et 70, ça dépend des années, jusqu'à 80 pays. La Guyane a sa chance? La Guyane, ah oui,
Je pense qu'un jour, je reviendrai avec une Miss Worldwide. Internationale en Guyane. Alors, quoi. juste un point pour finir. Vous avez lancé cette compétition en Guyane, même si elle existait déjà? Non, elle n'existe pas du tout en Guyane. Non, mais je veux dire, sur le plan international, elle existait. Voilà. Qui l'avait lancée en Guyane? Lancée en Guyane. Voilà. Eh bien, tout simplement, alors j'ai eu l'occasion d'aller à l'élection de Miss India Worldwide et ça se faisait justement au Suriname. Et quand j'ai suivi ce truc, je me suis dit non, il va falloir que... Pourquoi nous ne sommes pas là? Nous ne sommes pas représentés. Le Guyana est représenté, le Suriname est représenté, la Guadeloupe, la Martinique. Je vous dis, il y a plus de 80 pays qui participent. Donc je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc j'ai acheté la licence. Il y a une licence qu'il faut payer malheureusement chaque année et qui me donne accès à avoir le droit de participer à cette élection à l'étranger. Voilà. Très bien, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris avec 7 candidates, donc ça sera samedi à 20h, 20h30, début des festivités à 20h et 20h30, on va commencer vraiment l'ouverture de la cérémonie. Merci beaucoup, Précy Fitoula, d'avoir été avec nous ce soir et c'est avec vous qu'on termine ce journal, mesdames et messieurs. Je vous rappelle quand même les titres de l'actualité. Après une importante mobilisation dans toute la Guyane, c'est le soulagement pour les enseignants, les parents d'élèves et les élus locaux. L'académie sera bien placée en REP+ à la rentrée. Le rectorat a fait le point sur les prochaines étapes ce matin. L'État se désengage des sociétés immobilières d'outre-mer. C'était une idée du gouvernement en 2007, relancée l'année dernière. Un changement qui ne sera pas sans conséquences pour les locataires et les salariés. Les élus locaux s'y opposent. Enfin, c'est un coup de fraîcheur que s'offre le fort Sépérou en ce moment, ce lieu historique incontournable de Cayenne menacé de s'effondrer. Il est réaménagé depuis bientôt 2 mois. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. L'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM. Puis votre édition continue bien sûr sur ATV Guyane. Très bonne soirée, à demain.